L'air de Whitestone Hall regorge de secrets, et le passé a le don de trouver sa voie lorsqu'on s'y attend le moins. Un manuscrit disparu, une famille plongée dans la honte, et un meurtre qui nous plonge directement au cœur d'une tragédie oubliée depuis longtemps. D'où dans le monde écoutez-vous aujourd'hui? Quelle heure est-il là où tu es? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire, où la vérité monte comme de l'huile à la surface, et où chaque ombre a une histoire à raconter. La lettre arriva un jeudi matin, maussade, enveloppée dans un épais parchemin crème et scellée du blason de la hallebarde. Hastings, assis en face de Poirot, son toast intact, le lut 2 fois avec un sourcil plissé. « C'est de Geoffrey Alberd, dit-il finalement, un vieux camarade du régiment. Il m'a invité à passer quelques jours dans son domaine familial, Whitestone Hall, dans le Devon. » Les yeux de Poirot, mi-clos par le contentement matinal, s'ouvrirent. « Et tu hésites, mon ami ?» Hastings jeta un coup d'œil à la page. « Cela ne ressemble pas du tout à Geoffrey. Nous n'étions pas proches. Le ton semble étrange, presque désolé. » Poirot croisa délicatement les mains. Quand un Anglais écrit pour s'excuser, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qu'il ne souhaite pas expliquer. Hastings sourit, à moitié en plaisantant, à moitié mal à l'aise. « Je suppose que vous diriez qu'il y a un mystère dans ce message. » La voix de Poirot était douce. « Il y a toujours un mystère, mon ami. La question est seulement de savoir si nous choisissons d'y répondre. » Poirot accepta d'accompagner Hastings sans autre incitation, même si ses raisons étaient, comme toujours, fondées sur la discrétion. « Repos, dit-il doucement, n'est pas un mot que j'abhorre. Mais repos dans une maison où les ombres s'attardent, eh bien, je ne peux pas y résister. » Hastings le regarda. « Tu penses qu'il y a plus que ça ?» Poirot haussa modestement les épaules. « Le Devon est magnifique, l'air marin est vivifiant. Et si peut-être votre ami vous invite non pas par camaraderie, mais par inquiétude, alors peut-être que les petites cellules grises pourraient être utiles. » Et ainsi, 2 jours plus tard, ils partirent pour Whitestone Hall. Le train entra en sifflant dans la gare rurale, sous un ciel épais de nuages d'étain. Une automobile les attendait, conduite par un majordome noir aux lèvres raides. Le trajet à travers d'étroits chemins de campagne s'est déroulé en silence, la brume s'accrochant aux haies comme des toiles d'araignée. Whitestone Hall émergeait à travers le brouillard comme quelque chose oublié par le temps. Une grande maison drapée de lierre avec de hauts pignons et des fenêtres à volets. Alors qu'il sortait, un vent faible agita l'allée de gravier. « Charmant, » marmonna Hastings, avec moins de conviction que de politesse. Poirot ne dit rien. Il resta un moment immobile, les yeux rivés sur les fenêtres du 2e étage, comme si la maison elle-même pouvait lui parler. À l'intérieur, ils furent accueillis, sans chaleur, par une jeune femme de ménage qui les conduisit jusqu'à leur chambre. L'air dans les couloirs était calme et légèrement parfumé, mais pas de fleurs. Leur hôte, Geoffrey Alberd, les accueillit cet après-midi-là avec une cordialité à la fois sincère et tendue. C'était un homme prématurément vieilli, gris aux tempes, maigre aux épaules. Autour d'un thé dans le salon, la conversation s'est tournée vers l'architecture de la maison. « L'aile ouest, » dit Geoffrey en jetant à peine un coup d'œil vers elle, « est fermée depuis de nombreuses années. »« Ah » dit doucement Poirot, « une rénovation ?»« Non » répondit Geoffrey trop rapidement. « C'était la chambre d'Evelyne, ma défunte sœur. Nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas la déranger. » Il n'en dit pas plus. Plus tard, en parcourant les couloirs, Hastings a fait remarquer
Jeudi, il a fermé ses portes assez brusquement, n'est-ce pas? Poirot hocha la tête, passant légèrement son doigt le long des lambris. Il y a des blessures, Hastings, qui guérissent seulement quand on ne touche pas le bandage. D'autres s'enveniment en silence. Au dîner, le reste des invités du week-end étaient arrivés. Lady Albert, la redoutable matriarche, descendit avec le détachement royal d'une impératrice vieillissante. Son regard balaya la pièce et se posa sur Poirot avec une tiède curiosité. Vint ensuite Miles Albert, son fils issu d'un ancien mariage, dont la posture langoureuse et le ton sec suggéraient à la fois l'ennui et le dédain. Judith, la sœur cadette de Geoffrey, était pâle et distante, son sourire trop souvent retardé, ses réponses trop soigneusement neutres, et enfin, le précepteur, M. Everley, un homme menu, avec une claudication notable et un accent qui errait entre le Yorkshire et Oxford. Poirot prit note de ces détails, comme toujours, avec une efficacité discrète. La conversation autour d'un verre était agréable, mais curieusement vide. Les rires venaient sans enthousiasme. Les histoires étaient poliment reçues, puis laissées pour mortes. Il semblait que chaque invité jouait un rôle, et derrière chaque rôle se cachait quelque chose de soigneusement, alors que le feu crépitait et que le tonnerre grondait au loin. Poirot se pencha vers Hastings et murmura « Il y a une mélancolie dans cette maison, mon ami. Une mélodie jouée dans une tonalité mineure. » Plus tard, alors que la gouvernante leur montrait l'étage, Poirot s'arrêta dans le couloir supérieur. Au fond se dressait une porte, plus ancienne que les autres, avec sa poignée de cuivre émoussée, son seuil intact. Une épaisse bande de lierre s'enroulait autour de la fenêtre à côté, voilant le vert d'une ombre verte. « La chambre d'Evelyne », murmura la gouvernante, presque involontairement. Poirot se tourna, mais elle avait déjà continué son chemin. Hastings se retourna avec inquiétude. Personne ne le regarde. Poirot incline la tête. La culpabilité, peut-être. Ou la peur. Les deux peuvent fermer les portes, Hastings. Et pas seulement le type physique. Ils continuèrent leur chemin dans le couloir, leurs pas doux sur le tapis, la porte scellée derrière eux se dressant comme une sentinelle silencieuse. Ce soir-là, alors que la pluie battait doucement contre les fenêtres et que les bougies clignotaient dans les appliques, la maison dînait sous un plafond d'ange peint. La conversation a parcouru la politique, les chevaux et l'opéra de la saison, mais aucune ne s'est attardée longtemps. C'est après le repas, alors qu'Hastings se tenait près de la fenêtre, que la femme de ménage Liliane passa derrière lui et parla doucement. « Monsieur, » dit-elle sans croiser son regard, « ne regardez pas par cette fenêtre la nuit tombée, pas dans cette aile. » Avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle avait disparu, sa silhouette disparaissant par une porte latérale. Hastings se tourna vers Poirot. « Avez-vous entendu ça ?» Poirot hocha la tête. « J'ai entendu. » Retiré dans ses quartiers, Poirot se tenait près du foyer froid, les doigts sont croisés sous le menton. Son regard ne s'égarait pas. Il s'appuyait délibérément sur la mémoire. Il avait vu M. Everley éviter le regard de Judith pendant le dîner. Il avait vu Judith éviter son propre reflet dans la vitre. Ce n'étaient maintes pas les actions de ceux qui étaient négligents, mais celles de ceux qui étaient accablés. Et à l'extérieur de l'aile ouest, il était passé devant un vase de lys, blanc, frais, placé avec respect, même si aucun n'avait prononcé le nom d'Evelyne à haute voix. Poirot ferma les yeux. « Oui, » murmura-t-il, « il y a une histoire, ici, et elle commence par le silence. » Le vent s'était calmé un instant. Le ciel n'était plus qu'une meurtrissure sourde derrière les arbres de l'ouest,
lorsque Liliane s'arrêta au pied de l'escalier. On l'avait envoyée allumer les lampes du hall avant le dîner. Et pourtant quelque chose dans le silence de la maison, un poids, un avertissement, la fit lever le regard. La fenêtre de l'aile ouest, au volet longtemps fermé, restait nue dans le crépuscule. Et là, derrière le mince voile de dentelle, elle les aperçut. 2 silhouettes, immobiles, parfaitement immobiles. Le souffle de Liliane se coupa. Il n'y avait aucun doute. 2 chiffres, côte à côte. Pourtant, personne n'était autorisé à pénétrer dans cette partie de la maison. Pas depuis qu'Evelyn Albert avait... Elle recula lentement, le cœur battant. Une silhouette avait tourné la tête. Elle en était sûre, très légèrement. Sa bougie s'est effondrée à cause du courant d'air. Lorsqu'elle regarda à nouveau, la fenêtre était vide. Elle s'enfuit vers le couloir des domestiques, le pouls battant à tout rompre. Ce n'était pas à elle de remettre en question ce qu'elle avait vu. Mais alors que la cloche du dîner résonnait faiblement en bas, un cri retentit dans la maison, aigu, urgent et incontestablement réel. Le cri était venu de l'extrémité est de la maison. Les invités se levèrent des fauteuils et des carafes avec une alarme surprise. Poirot était le premier, suivi de près par Hastings et Miles Albert. Judith était pâle, son verre oublié dans sa main. Ils atteignirent le salon en quelques secondes. La porte était entr'ouverte. Poirot entra sans hésitation. Le feu brûlait toujours faiblement dans la cheminée, sa lumière jouant des ombres sur les panneaux de bois sombres. Une carafe cassée gisait au bord de l'âtre. L'odeur du vin et de la fumée se mêlait dans l'air. Le regard de Poirot se dirigea vers le centre de la pièce, et là, étalé selon un angle peu naturel, sous les restes brisés d'un cadre de portrait, gisait le corps immobile de Bernard Hawthorne. Un silence tomba. Poirot s'avança. Bernard Hawthorne n'était pas mort paisiblement. Cela était évident dès le premier coup d'œil. Son col était tordu, une main tendue comme pour protester ou plaider. Le sang avait recouvert le côté de sa tête et imprégné le tapis en dessous. Au-dessus de lui, le grand portrait de Lord de Halberd, maintenant fracturé en 2, pendait de travers, comme s'il reculait devant la scène en contrebas. Poirot s'agenouilla sans toucher. Ses yeux se plissèrent. Un tisonnier de cheminée gisait à quelques mètres de là, sombre à son extrémité. Il a pété frappé une fois, murmura Poirot, et avec un but. Hastings restait derrière lui, déstabilisé. Pensez-vous que c'était un meurtre? Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva, observant la pièce avec une intensité sereine. Les chandeliers du buffet restèrent intacts. Aucun signe de lutte au-delà du voisinage immédiat. L'atmosphère n'était pas chaotique, mais plutôt calme. « Mon cher Hastings, » dit enfin Poirot, « ceci n'est pas l'œuvre d'un voleur, ni d'un homme passionné, c'est l'œuvre d'un esprit, quelqu'un qui planifie et cache. » Il regarda une fois de plus la silhouette affalée. Nous ne devons pas présumer de la simplicité. Hastings se dirigea vers la porte et essaya d'ouvrir la poignée. « Ce n'était pas fermé à clé quand nous sommes arrivés, » a-t-il déclaré, « mais c'est le cas maintenant. » Il l'ouvrit lentement et regarda dehors. Le couloir restait immobile. Poirot se dirigea vers le fond de la pièce, où de lourds rideaux de velours pendaient à côté de la fenêtre. Il les écarta doucement. « Regardez, » dit-il doucement, « le loquet est sécurisé. Le verre était intact. Aucun signe d'entrée ou de sortie. À l'extérieur, le lierre se pressait abondamment contre les vitres, sans être dérangé. « Alors, il était déjà là ?» demanda Hastings. Poirot hocha la tête. « Le tueur l'a peut-être attiré. Il a fermé la porte derrière eux.
et il a ensuite fait en sorte qu'il semble que personne d'autre n'était entré. Le silence dans la pièce s'approfondit. Ce n'était pas le silence de la paix, mais celui d'une absence délibérée, l'absence de réponse. Poirot se tourna, son regard balayant les coins. « Viens, Hastings, examinons le sol. Ce qui est sous nos pieds dit souvent mieux la vérité que ceux qui marchent dessus. » Le sol près de l'âtre portait une fine couche de poussière, de celle qui se dépose sans être dérangée, jusqu'à ce que quelque chose ose la déplacer. Poirot s'agenouilla une fois de plus, étudiant les faibles motifs avec précision. « Voilà, » dit-il en désignant du doigt, « une série d'empreintes. Elles commencent près de la porte et se terminent ici. » Il traça l'arc avec son doigt. Bernard Hawthorne. Et pas d'autre? Aucun. Hastings fronça les sourcils. Le tueur aurait-il pu effacer leurs empreintes par la suite? Possible, mais peu probable, répondit Poirot. La poussière n'est pas si obligeante. Même une tentative de nettoyage laisserait sa propre signature. Il se leva en se frottant les mains. C'est comme s'il entrait et mourait ensuite seul. Mais c'est impossible. Poirot haussa un sourcil. Vraiment, nous avons la porte qui était déverrouillée et maintenant verrouillée. Une fenêtre verrouillée de l'intérieur, pas d'empreinte sauf celle de Bernard. Et pourtant, il tourna légèrement la tête. Il y avait 2 ombres, quelqu'un les a vues. Il n'avait pas besoin de prononcer ce nom à haute voix. Hastings a compris. Ils trouvèrent Liliane dans l'arrière-cuisine, blanche comme du lin et tremblante. Poirot l'a approchée non pas en tant qu'inspecteur, mais en gentleman, calme, mesuré, respectueux. « Vous avez vu quelque chose, mademoiselle ?» dit-il doucement. « Ne le niez pas. La vérité, aussi étrange soit-elle, reste la vérité. » Elle hocha lentement la tête. « Au crépuscule, monsieur. Depuis la fenêtre de la cage d'escalier. J'ai levé les yeux, juste un instant, et il y avait 2 ombres dans la fenêtre de l'aile ouest, claires comme tout, debout côte à côte. Vous êtes certain que c'était l'aile ouest? Oui, monsieur, j'ai poli cette fenêtre pendant des années, je connais sa forme. » La voix de Poirot s'adoucit encore davantage. « Et l'heure ?» Elle hésita. 10 minutes avant la cloche. « Merci. » Liliane jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Elle est restée vide pendant des années, monsieur. Cette pièce, si quelqu'un est entré, il n'aurait pas dû. » Poirot incline la tête. « Très bien, mademoiselle, il n'aurait non pas dû. » Les portes de la bibliothèque étaient fermées. Lady Albert se tenait devant eux comme une figure de bronze, la bouche fixée dans une ligne de fer. « Il n'y aura pas de police, » dit-elle fermement. « La mort de Bernard a été soudaine. Mais il ne faut pas tirer de mauvaises conclusions. La famille fera son deuil en privé. » Poirot s'inclina légèrement. « Madame, votre dignité est admirable. Mais je dois vous le rappeler, un homme est mort, un homme qui n'est pas tombé, mais qui a été abattu. » Elle haussa un sourcil. « Vous présumez trop, monsieur. » « Je ne présume de rien, j'observe, et j'ai l'intention de continuer à observer. » Ses yeux se plissèrent. « Qu'il en soit ainsi, mais vous le ferez tranquillement. » Poirot eut un sourire poli. « La discrétion, madame, n'est pas seulement mon habitude, c'est mon métier. » Même si des murmures de scandale vacillaient, derrière les portes closes, Poirot restait toujours au centre de tout cela. Son sang-froid était inébranlable. Les autres se dirigèrent vers leur chambre, jetant des regards derrière eux. Il revint seul au salon, une bougie à la main. Le corps avait été enlevé, mais les échos persistaient. Il se tenait près du portrait brisé, regardant son cadre fracturé. Puis, au foyer, les cendres, le tisonnier. Il s'accroupit de nouveau, examinant le bord du tapis éclaboussé de sang. Puis les ombres,
la lueur des bougies, sa direction, les angles, un miroir, murmura-t-il. Peut-être, ou une réflexion. Il se dirigea de nouveau vers la fenêtre, regardant la nuit au-delà de la vitre. Le lierre bougeait légèrement au gré du vent. Derrière lui, la porte grinça légèrement, rien de plus qu'un tassement de bois. Poirot ferma les yeux pendant un bref instant. Le meurtrier, murmura-t-il, croit avoir effacé sa présence. Il se détourna de la fenêtre. Mais les ombres, mon ami, elles restent. Poirot commença son enquête avec la précision d'un chirurgien. Il n'y eut pas de voix élevée, pas d'accusation dramatique, seulement une demande discrète de parler avec chaque membre de la maison, en commençant immédiatement. Le salon a été reconverti en chambre de vérité, même si ses rideaux de damas et ses portraits ancestraux à l'huile semblaient moins soucieux de justice que de discrétion. Chaque invité était convoqué seul. Poirot était assis, les mains jointes, posant des questions qui n'étaient jamais tout à fait ce qu'elles semblaient être. Il n'a pris aucune note et n'a manifesté aucune réaction particulière. À quelle heure avait-il vu Bernard Hawthorne pour la dernière fois? Était-il de bonne humeur? A-t-il parlé à quelqu'un en privé? À chaque réponse, Poirot n'offrait qu'un signe de tête courtois. Pourtant, derrière la surface calme, il observait avec une clarté infaillible la tension d'une mâchoire, l'hésitation devant un nom, la légère lueur de peur dans un regard par ailleurs exercé. Lady Halberd entra avec l'autorité de celle qui avait longtemps régné sur les salons et les tables du dîner. Sa robe était sombre, son expression impassible. Elle regarda Poirot avec une légère condescendance. « J'espère que vous serez bref, monsieur. Nous ne sommes pas habitués aux enquêtes de cette nature. Whitestone Hall n'est pas une pension. » Poirot incline la tête. « Je comprends, madame. Moi aussi, je préfère le calme et l'ordre. » Elle s'installa dans le fauteuil en face de lui, les yeux inébranlables. Interrogé sur Bernard Hawthorne, son ton était sec. M. Hawthorne était un invité, rien de plus. Un homme un peu grossier. Ce n'était pas un ami de la famille. Et pourtant, il a été invité. Une décision que je n'ai pas prise. A-t-il déjà parlé d'Evelyn Halberd? Sa bouche se pinça. Il n'a pas été encouragé à le faire. Poirot fit une pause. Et pourtant, il l'a fait. Elle se leva brusquement. « Si vous avez besoin de quelque chose de plus, adressez-le à mon avocat. » Poirot resta assis. « Votre posture, madame, en dit bien plus que vos paroles. » Judith entra avec hésitation, sa silhouette élancée tendue sous un châle pâle. Ses mains restaient serrées sur ses genoux. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était basse mais ferme. « Je ne connaissais pas bien Bernard, » commença-t-elle. « Il a parlé davantage à Miles. » Poirot secoua légèrement la tête. « Mademoiselle, ce n'est pas tout à fait vrai. » Elle baissa les yeux. « Nous avons parlé. Il m'a trouvé intéressant. » Poirot l'observa attentivement. « Et tu l'as trouvé effrayant ?» Elle tressaillit. « Pourquoi le ferais-je » Ce n'est pas une réponse. Une longue pause suivit, puis il savait des choses sur cette maison, sur ma mère. Des choses qu'il a menacé de révéler. Les mains de Judith se mirent à trembler. Il a dit qu'il écrirait à ce sujet. Tout cela. Les noms ont changé, a-t-il dit. Mais j'ai lu son dernier manuscrit. Il n'y avait aucun déguisement. La voix de Poirot s'adoucit. Et vous aviez peur de ce que la vérité pourrait vous coûter. Elle leva les yeux brillants. Non, je craignais que cela ne détruise tout ce qu'elle a enduré pour protéger. Poirot ne dit rien. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être répétées. Miles Halberd dégageait une confiance languissante, celle qu'on cultive dans les écoles coûteuses
et qu'on entretient par l'indifférence. Il entra avec un soupir presque théâtral. « Vous me pardonnerez si je ne feins pas l'indignation, monsieur Poirot. Bernard Hawthorne était un vautour. Il est venu ici pour renifler les cadavres, et maintenant, il en est un lui-même. » Les yeux de Poirot se contractèrent légèrement. « C'est une métaphore frappante, monsieur. Étonnamment appropriée. Il écrivait sur nous, n'est-ce pas? Sur Evelyne? Tu le savais? » Miles haussa les épaules. C'était évident. Les petits murmures, les insinuations. Judith essayait de le nier, mais Bernard se réjouissait de son pouvoir. « Et toi ?» demanda Poirot. « Aviez-vous peur? Effrayé ?» Miles sourit amèrement. « Non. J'étais en colère. En colère que quelqu'un puisse empiéter sur notre honte privée et en tirer profit. » Poirot se pencha légèrement en avant. « L'avez-vous déjà menacé? J'ai peut-être élevé la voix, mais je ne suis pas un tueur, monsieur Poirot. Si je l'étais, j'aurais été plus intelligent à ce sujet. » Poirot incline la tête. « Ah, alors tu es intelligent. » Miles ne répondit pas. Monsieur Everley entra avec la démarche d'un homme habitué aux ombres, tant dans les couloirs que dans la mémoire. Sa claudication était prononcée, mais Poirot soupçonnait que la douleur résidait ailleurs. « J'étais dans le jardin quand c'est arrivé, » a-t-il déclaré, comme je le fais souvent. L'air frais purifie l'esprit. « Étiez-vous proche de monsieur Hawthorne ?» demanda Poirot. « Nous parlions, de temps en temps. Il regardait les gens, écoutait, un homme qui n'a jamais cessé d'observer. » « Est-ce que cela vous a déstabilisé ?» Everley fit une pause. Il en savait trop, sur le passé, sur des choses qu'il ne devait pas savoir. Poirot se pencha légèrement. « Tel que… » Le tuteur détourna le regard. « Je ne le saurais pas. Je m'occupe de mes propres affaires. » Poirot le considéra en silence. Il y avait quelque chose de mesuré dans la voix d'Everley, quelque chose de pesé et répété. Tandis qu'il se levait, Poirot parla doucement. « Vous avez servi en France ?» Everley hocha la tête. « 1917, Ypres. » Poirot murmura. « Certaines blessures sont visibles, d'autres mettent plus de temps à guérir. » Le tuteur n'a rien dit. Mais sa main, remarqua Poirot, avait commencé à trembler. Liliane revint à contre-cœur. Sa terreur antérieure s'était transformée en un sourd malaise. « Vous avez été le premier à voir les ombres ?» commença doucement Poirot. Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Mais maintenant, tu hésites. » Elle jeta un coup d'œil au sol. « Je n'en suis plus sûr. Peut-être que c'était juste la lumière, ou un reflet. » Poirot étudia son visage. « Ou peut-être que quelqu'un vous a dit de ne pas parler davantage ?» Sa bouche frémit. « Je ne voulais pas de mal. Je pensais juste que quelqu'un était là-dedans. Et puis le cri. » La voix de Poirot était basse. « La vérité n'est pas un mal, mademoiselle, mais le silence peut l'être. » Liliane leva les yeux, une lourde culpabilité dans son expression. Ils ont dit qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. Poirot hocha la tête. Et pourtant, le passé a une façon de s'agiter. L'étude a donné lieu à une découverte des plus éclairantes. Parmi les affaires de Bernard Hawthorne, Poirot a découvert un texte dactylographié marqué en rouge. Une maison sans miroir. Les noms étaient fictionnels, mais les échos étaient indubitables. Evelyne Halbard, l'aile ouest scellée, le silence honteux, d'une famille liée par les apparences. Poirot lut des passages à haute voix à Hastings qui pâlit. Ce n'est pas seulement une fiction, c'est un acte d'accusation. Il y a du pouvoir dans la vérité, mon ami, murmura Poirot. Mais la vérité, lorsqu'elle est utilisée avec négligence, est profondément blessante. Il est devenu évident que presque chaque personne à Whitestone Hall avait une motivation,
la peur, la fierté, la culpabilité. Hawthorne les avait forcés à affronter des fantômes qu'ils avaient enterrés depuis longtemps, et il l'avait fait avec plaisir. Poirot ferma le manuscrit, les doigts opposés sur la dernière page. Il avait l'intention de publier cela. C'était peut-être sa plus grave erreur. Hastings fronça les sourcils. « Vous croyez que le livre l'a tué ?» Poirot répondit, presque distraitement. Ce n'était pas le livre, Hastings, c'était le miroir qu'il tenait. La soirée tomba dans le silence. Poirot parcourait l'allée de gravier du jardin, les mains derrière le dos, son esprit repensant à chaque mot, chaque regard, chaque omission. Il n'y avait aucun aveu, aucune preuve indéniable, seules les incohérences discrètes de la culpabilité, la rigidité du contrôle de Lady Alberd, le chagrin que Judith essayait d'avaler, la colère sous l'extérieur cool de Miles, et le précepteur, blessé à plus d'un titre, qui avait parlé avec précaution et douleur. Poirot s'arrêta près d'un banc de pierre, les premières étoiles pointant au-dessus de la cime des arbres. Le manuscrit était une arme, oui, mais qui le craignait le plus? Celui qui l'a exposé le plus cruellement? Ou celui qui croyait que cela révélait trop de vérité? Il pensa à la pièce scellée, les deux ombres, la porte verrouillée. Le front de Poirot se plissa. La vérité, murmura-t-il, est rarement singulière. Comme les ombres dans cette fenêtre, elle se dédouble, et il faut découvrir non seulement qui est entré, mais qui a regardé. Ses yeux, dans le noir, restaient ouverts. Poirot se tenait près de la coiffeuse. La faible lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. Il avait inspecté la pièce avec soin, notant les petits détails que d'autres pourraient manquer. Ses doigts effleurèrent légèrement le bord du miroir lorsque quelque chose attira son attention. Un coin de papier coincé derrière la surface réfléchissante. Il le souleva délicatement, comme on le ferait pour un artefact inestimable, une coupure de journal. Il le redressa soigneusement et lut à haute voix, même s'il savait qu'Hastings était à proximité. « Hastings, regarde, ici. » La voix de Poirot était ferme, même si ses yeux étaient aiguisés. Hastings s'avança et baissa les yeux sur la coupure jaunie dans la main de Poirot. Le titre était clair. « Chute tragique d'une jeune femme depuis la fenêtre de l'aile ouest de Whitestone Hall. » La date était 10 ans auparavant. Un suicide. Les yeux de Poirot se plissèrent et il soupira doucement. Le passé ne dort pas comme nous le pensons. Hastings, il guette. Hastings prit l'article et le lut à haute voix. Evelyn Alberd, 24 ans, est tombée à mort de la fenêtre de l'aile ouest de Whitestone Hall la nuit dernière. Ses amis et sa famille déclarent qu'elle était dans un état de détresse émotionnelle depuis des semaines. Aucun acte criminel n'est suspecté, bien que la famille Alberd demande le respect de son intimité pour le moment. Poirot écoutait attentivement, le poids des mots s'abattant sur lui comme un épais brouillard. Il regarda l'article pendant un long moment, son expression illisible. « Une affaire tragique, mon ami », murmura Hastings en jetant un coup d'œil à Poirot. « Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Poirot hocha lentement la tête, ses pensées revenant à l'intensité tranquille de Lady Alberd et au lourd silence de la maison. Oui, il y a une certaine finalité dans la façon dont il parle d'elle, presque trop propre, comme s'il l'avait complètement effacée. Il se tourna vers Hastings. Cette femme, Evelyn Alberd, elle fait partie de ce puzzle. Les doigts de Poirot tambourinaient légèrement sur le côté de la table pendant qu'il réfléchissait. Il est étrange, dit-il lentement, d'une voix lointaine, que Bernard Hawthorne, un simple invité, puisse trouver un détail
aussi obscur dans l'histoire familiale. Hastings fronça les sourcils. Vous pensez que Hawthorne était au courant de cette tragédie? Le regard de Poirot restait fixé sur l'article. C'est trop commode que la vie de cette jeune femme, sa disgrâce, sa mort, soit si soigneusement enterrée. Et pourtant Bernard, qui n'était là que peu de temps, était attiré par cela. Il n'était pas un imbécile, un écrivain, oui, mais un écrivain qui savait regarder sous la surface. Poirot fit une pause, ses yeux se plissant de concentration. Je soupçonne, Hastings, que Bernard avait découvert ce secret de famille, enfoui depuis longtemps. Et peut-être qu'il a cherché à l'utiliser. Du chantage, peut-être, mais dans quel but? Demanda Hastings, sa curiosité piquée. Les yeux de Poirot s'assombrirent. Pour faire payer ceux qui l'avaient gardé secret de la manière la plus douloureuse, plus tard dans la soirée, après que les invités se soient retirés dans leur chambre. Poirot a invité Judith Albert à le rejoindre pour une conversation privée. Elle arriva, le visage pâle, l'air réservé. « J'espère que vous trouvez votre logement acceptable, mademoiselle ?» commença Poirot, d'un ton chaleureux mais inquisiteur. Judith hocha distraitement la tête. « Oui, monsieur Poirot. » Poirot la regarda pendant un moment, ses yeux évaluants. « Il y a beaucoup de choses dans cette maison qui pèsent lourdement sur ses occupants, je crois. Une histoire familiale qu'on préfère oublier. » Elle tressaillit, ses doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Bernard Hawthorne, vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» Elle hocha de nouveau la tête, mais ses yeux se détournèrent. « Oui, je le connaissais. Nous avons parlé. » Poirot la regardait attentivement. « Et tu le craignais ?» Son souffle se coupa. « Peur ?» répéta-t-elle d'une voix douce. « Je l'aimais, mais j'avais peur de ce qu'il envisageait de révéler. J'avais peur de ce que cela ferait à cette famille, à ma mère. » Le regard de Poirot s'adoucit, mais seulement pour un instant. « Je comprends, mademoiselle. L'amour peut nous pousser à agir d'une manière que nous regretterons plus tard. » La soirée s'est déroulée tranquillement, après le départ de Judith, mais Poirot ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Hastings, toujours attentif, le rejoignit dans le salon après le dîner. « Miles Albert, » dit pensivement Hastings, en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « N'est pas là depuis un moment, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas de l'avoir vu depuis le dîner. » Les yeux perçants de Poirot étudièrent la pièce, captant chaque détail. L'horloge sur la cheminée tic-taquait doucement, mais sinon, tout était calme. « Non, » répondit Poirot, sa voix lente. « Il a disparu, mon ami, depuis plusieurs heures, semble-t-il. Une chose curieuse, son absence ne peut être ignorée. » Hastings fronça les sourcils. « Pensez-vous qu'il a quelque chose à voir avec ça ?» Le regard de Poirot s'attarda sur la porte vide. C'est difficile à dire, mais l'absence est plus éloquente que le silence. Nous devrons lui parler. Ses doigts effleurèrent son menton. Oui, nous le retrouverons. Il a beaucoup à expliquer. La porte de l'aile ouest se dressait, dans un mouvement de défi silencieux, comme elle l'avait été pendant des années. Poirot se retrouva à nouveau devant, sa main posée légèrement sur la poignée en laiton froid. Une étrange sensation l'envahit, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Hastings, quelques pas derrière, observait Poirot de près. « Vous soupçonnez quelque chose, n'est-ce pas ?» Poirot hocha la tête, le regard fixé sur la porte. « Il y a quelque chose au-delà de ce seuil, Hastings. J'en suis certain. Mais la question est... Quoi ?» Ses pensées retournèrent à la famille.
au silence qui les entourait. Il se rappelait la façon dont Lady Albert avait parlé de la mort d'Evelyn, comme s'il s'agissait d'une vieille histoire insignifiante. « Une tragédie », murmura Poirot, trop soigneusement enterrée. Il se détourna de la porte, son esprit réfléchissant déjà aux possibilités. Il est temps de chercher la clé, Hastings. Les fouilles de Poirot dans la maison avaient été méticuleuses, et, bien que de nombreuses pièces ayant été examinées, aucune n'avait révélé quoi que ce soit d'important. Ce n'est que lorsqu'il passa devant le petit vase du couloir que son attention s'accentua. Il s'arrêta, les yeux plissés. Le vase de lys était exquis, sa simplicité trahissant son importance. Poirot le souleva doucement, sentant une légère résistance, alors qu'il le retirait de son piédestal. Sous le vase, soigneusement niché entre la base en porcelaine et la surface en marbre, se trouvait une clé en laiton, ancienne, inutilisée et lourde d'implications. Poirot le leva, le retournant dans sa main. « Ah !» murmura-t-il. « Voici la clé que nous recherchions, Hastings, la clé du mystère. » Hastings s'avança, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que ça ouvre ?» Le sourire de Poirot était énigmatique. « L'aile ouest, mon cher Hastings, la pièce qui a été scellée pendant 10 ans. Et maintenant, nous allons voir ce qui se cache derrière. » La clé était réelle, mais elle ne constituait pas la réponse en soi. Poirot le savait. Le tenant dans sa main, il le retourna, sentant son poids, puis le glissa dans sa poche. « Nous devons aller dans l'aile ouest, » dit Poirot, sa voix plus résolue désormais. Mais il ne s'agit pas simplement d'ouvrir une porte. Hastings l'observait attentivement. « Que veux-tu dire ?» Le regard de Poirot était vif et concentré. « Une porte n'est pas seulement verrouillée, Hastings. Lorsque quelque chose est gardé à l'extérieur, elle est verrouillée lorsque quelque chose est gardé à l'intérieur. » Les mots restèrent entre eux comme un avertissement. Poirot leva les yeux vers les escaliers, où les ombres s'allongeaient dans la lumière déclinante. « Il y a des choses dans cette maison, mon ami, qui souhaitent rester cachées, mais nous les mettrons en lumière. » Il se tourna vers l'escalier avec une intention délibérée. Ses pas étaient déterminés. La clé, Hastings, a ouvert le passé. Mais ce que nous trouvons derrière cette porte pourrait tout changer. La pièce était immobile, à l'exception du léger bourdonnement de l'horloge et du doux tic-tac des bottes de Poirot sur le parquet, alors qu'il se dirigeait vers le centre de la scène. Le corps avait été enlevé, mais le silence de la mort s'accrochait toujours à l'espace. Poirot se pencha, ses yeux perçants traçant le chemin emprunté par le meurtre. Hastings, observant tranquillement, remarqua « Pas vraiment de lutte, n'est-ce pas? Pas de meubles cassés, aucun signe que quelqu'un ait bougé. » Le regard de Poirot restait fixé sur le sol. Il passa ses doigts sur la poussière, les yeux plissés. Exactement, et pourtant, il s'accroupit plus bas, époussetant un morceau de poussière avec le bout de son gant. Il y a quelque chose qui ne va pas. La poussière, qui n'aurait dû être touchée par aucun mouvement, présentait un motif particulier, une perturbation qui ne correspondait à aucune des déclarations des témoins. Les lèvres de Poirot s'entr'ouvrirent légèrement, comme si un secret lui avait été murmuré. « Ici, Hastings, c'est là que se trouve la réponse. » La main de Poirot flottait juste au-dessus du sol, ses doigts gantés traçant la fine ligne de poussière qui avait été dérangée. Mais pas d'une manière qui suggérerait une précipitation. C'était comme si quelqu'un avait pris grand soin d'effacer les preuves, mais que le travail avait été accompli sans enthousiasme. Il a été nettoyé, marmonna Poirot, plus comme une confirmation que comme une question. Hastings s'avança, les sourcils froncés. « Nettoyé? Mais pourquoi ?» Poirot hocha la tête,
ses yeux scrutant les légères traces laissées derrière lui. Le sol avait été essuyé, oui, mais pas dans sa totalité. Regardez ici, mon ami. Il montra les bords, où la poussière restait intacte, comme si l'action avait été faite à la hâte, ou peut-être par nécessité. Une piètre tentative pour retirer les chenilles, poursuivit Poirot, en se relevant lentement. Le coupable n'a pas voulu laisser de traces, mais ce faisant, il s'est révélé. Un effort maladroit, mais un effort quand même. Poirot se dirigea vers l'âtre, où le scintillement des braises mourantes projetait de longues ombres à travers la pièce. Les lames de parquet autour de la cheminée étaient usées par le temps, leurs bords lissés et décolorés. Pourtant, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Poirot. Un léger éclat, coincé sous le bois, sombre et déchiqueté. Avec précaution, Poirot s'agenouilla, ses doigts gantés effleurant le bord rugueux de la planche. Il écarta doucement le bois, révélant un fil sombre coincé dans la fissure. Un fil de soie arraché à sa source d'origine. Le tissu n'avait pas été endommagé par le temps. C'était récent, frais. Les lèvres de Poirot s'entr'ouvrirent légèrement alors qu'il tenait le fil entre ses doigts. « Tiens, Hastings, un indice, un fil de soie. » Il le présenta à la lumière et l'inspecta de près. Un matériau délicat, pas facile à déchirer. Il parle peut-être d'une lutte ou d'un acte délibéré. « Pensez-vous que cela vient de la victime ?» demanda Hastings. « Non, » répondit doucement Poirot, « mais il appartient à quelqu'un. » Hastings recula, les yeux plissés. Serait-il possible que quelqu'un soit entré par un passage secret, une route cachée? Vous savez, comme dans ces vieilles histoires mystérieuses. Poirot pencha la tête, réfléchissant à cette pensée. Un passage secret, dites-vous? Hastings devint plus animé. Cela pourrait expliquer l'absence d'empreinte digitale, la porte verrouillée, la confusion. Peut-être que quelqu'un essayait de dissimuler son entrée. Poirot secoua doucement la tête, son expression calme. « Non, mon ami, la psychologie du crime est bien plus simple que cela. » Il se redressa, ses yeux rencontrant ceux de Hastings. Il ne s'agissait pas de tunnels secrets ou de déguisements astucieux. Il s'agit d'un crime passionnel, d'intention. Un tueur qui croyait ne pouvoir laisser aucune trace. Poirot regarda vers la fenêtre, son esprit ayant déjà plusieurs longueurs d'avance. Nous devons moins penser au théâtre, Hastings, et davantage aux motivations. C'est là que réside la vérité. L'esprit de Poirot travaillait à une vitesse alarmante, reconstruisant la scène dans son esprit. Il se déplaça délibérément vers le centre de la pièce, faisant signe à Hastings de le rejoindre. « Maintenant, nous allons recréer la scène, mon ami. Il est vital de la voir, par nous-mêmes, de nos propres yeux. » Hastings avait l'air confus, mais obligé, se tenant à l'endroit désigné près de la porte. Poirot lui fit signe de rester immobile. « Imaginez, Hastings, que vous êtes Bernard Hawthorne. Vous êtes entré dans la pièce. Où allez-vous? Comment vous déplacez-vous » Hastings regarda autour de lui, incertain. La voix de Poirot était apaisante, mais ferme. « Tiens-toi ici, juste près du foyer. Maintenant, je veux que tu avances, comme si tu te dirigeais vers la chaise. Imaginez que vous avez entendu quelque chose. Une voix, peut-être. La tension, le doute. Comment bougez-vous » Hastings hésita, mais obéit, marchant vers le centre de la pièce. Poirot hocha la tête pensivement. « Ah, mais il y a quelque chose de plus, Hastings. Une légère hésitation. Une raison. Nous continuerons. » Poirot se dirigea vers la fenêtre de l'aile ouest, où le soleil avait commencé sa descente vers l'horizon. La lumière traversait la pièce, baignant les murs d'une lueur dorée. « Maintenant, réfléchissons à l'heure de la journée, » murmura Poirot. « Le soleil se couche.
Qu'est-ce que cela signifie pour notre scène? Hastings s'approcha, scrutant l'angle de la lumière du soleil. Les ombres, Hastings, a poursuivi Poirot. Ils sont cruciaux. Vous voyez, l'angle du soleil projettera des ombres à travers la pièce, modifiant la perception de l'espace. Hastings jeta un coup d'œil à la fenêtre, puis à nouveau à Poirot. Et les ombres sont importantes parce que... Poirot sourit faiblement. Parce que le meurtrier n'était pas seul, Hastings, pas comme nous le pensions. L'ombre était là, mais c'était un jeu de lumière, un tour qui a permis au tueur de créer l'illusion d'une seconde présence. Il se tourna vers la pièce, les yeux perçants. La vérité est dans les angles, mon ami. La lumière révèle tout. Poirot se dirigea vers l'autre côté de la pièce, là où le grand miroir se trouvait à côté du mur. Il se positionna soigneusement devant, son reflet le fixant. Lentement, il ajusta l'angle du miroir. La deuxième ombre, murmura Poirot. Elle n'a jamais été réelle. C'était un reflet, intelligemment créé, mais pas humain. Hastings se pencha, suivant de près les mouvements de Poirot. Donc le chiffre n'était pas là du tout? Non, répondit Poirot. Mais c'est apparu être là. Une astuce simple mais efficace. L'ombre du véritable meurtrier n'a pas été projetée par lui-même, mais par l'utilisation intelligente d'un miroir, le soleil couchant et la disposition de la pièce. Il sourit légèrement. Bernard Hawthorne a été attiré ici même, pensant qu'il n'était pas seul, mais en réalité, il n'était que face à son propre reflet. Poirot se tourna vers Hastings. Ce n'est plus une question de preuve physique, c'est de la psychologie, Hastings. Le meurtrier se croyait invisible. Poirot se tenait devant le miroir, son regard inébranlable tandis qu'il traçait les lignes de réflexion. Une simple illusion, Hastings, mais puissante. Cela a donné confiance au tueur, je crois. La conviction que la pièce était vide, que personne ne le verrait. Hastings regarda la pièce en silence. Donc tout était dans la façon dont les ombres étaient projetées. Oui, dit Poirot, toujours absorbé dans ses pensées. La deuxième ombre, la fausse présence, a permis au meurtrier d'agir sans crainte d'être observé. Il croyait pouvoir se déplacer librement dans l'obscurité de la pièce, tout en créant une illusion d'anonymat. Poirot se tourna, les yeux perçants par la clarté de sa réalisation. Cette ombre, Hastings, elle n'était pas faite de chair, elle était faite de mensonges, et ce sont ces mensonges que nous devons maintenant démêler. Il se retourna une dernière fois vers le miroir. Le tueur pensait qu'il était intelligent, mais l'intelligence est une chose dangereuse lorsqu'elle cache la vérité. Les invités et le personnel de maison rassemblés étaient assis raides dans le salon, l'air chargé de tension. Poirot avait demandé leur présence, et maintenant ils attendaient, leur curiosité mêlée d'effroi. Hastings se tenait à côté de lui, regardant le groupe avec un malaise croissant. Poirot, avec son sang-froid habituel, tourna son regard perçant vers les visages assemblés, sa voix calme mais inébranlable. « Mesdames et messieurs, je dois vous informer d'une découverte des plus alarmantes. Le manuscrit de Bernard Hawthorne, celui qu'il avait emporté avec lui, a disparu. » Un murmure parcourut la pièce. Les yeux brillaient, les visages pâles, et plusieurs invités échangèrent des regards furtifs. Poirot leva la main, faisant taire la pièce. « Ce n'est pas une perte ordinaire. J'ai des raisons de croire que ce manuscrit n'était pas simplement un recueil de mots, mais une arme que certains d'entre nous feraient de grands efforts pour protéger. » L'atmosphère a changé. Le jeu était en marche. Le regard de Poirot balaya la pièce, ses yeux se posant sur chaque visage avec une lenteur délibérée. « Je suggère, mesdames et messieurs, que ce manuscrit contenait quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple fiction. » Il fit une pause,
permettant au poids de ces mots de s'apaiser. On dit que la plume d'un écrivain peut être plus puissante qu'une épée. Mais qu'en est-il des secrets d'un écrivain lorsque ces secrets menacent de détruire le tissu d'une famille entière? Hastings bougea inconfortablement à côté de lui, mais Poirot resta impassible. Je crois que M. Hawthorne avait découvert quelque chose à propos de cette maison. Quelque chose enfoui profondément dans le passé? Peut-être était-ce l'histoire d'Evelyn Halberd, peut-être les péchés du présent. Il se tourna légèrement, fixant son regard sur Lady Halberd. De toute façon, les pages manquantes n'étaient pas que des mots écrits sur du papier. Elles constituaient une menace, susceptible de révéler une vérité trop douloureuse à supporter. La pièce devint silencieuse, l'implication étant claire. L'un d'eux avait tué pour garder le secret. Plus tard, dans la solitude du bureau de Poirot, Hastings ne put plus contenir son scepticisme. « Poirot, c'est sûrement trop compliqué. Comment peux-tu être sûr que ce manuscrit valait la peine d'être tué? Pour autant que nous sachions, cela aurait pu être juste, un brouillon, ou rien du tout. » Poirot s'appuya contre le dossier de sa chaise, les doigts repliés devant lui. « Ah, Hastings, il faut parfois tenter le renard pour qu'il révèle la tanière. » Il parlait doucement, ses yeux brillants d'une lumière impénétrable. Si le manuscrit n'avait vraiment aucun sens, pourquoi quelqu'un aurait-il fait autant d'efforts pour le cacher, pour le détruire? Hastings se frotta le menton, toujours incertain. « Mais tu ne sais même pas qui l'a pris, n'est-ce pas ?» L'expression de Poirot s'adoucit légèrement. « La solution réside dans la réaction, mon ami. Et en cela, j'ai ma réponse. » Hastings fronça les sourcils. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas discuter davantage. Poirot n'était pas du genre à douter de lui-même. Poirot n'était pas du genre à laisser les choses au hasard. Ce soir-là, tandis que les invités étaient rassemblés dans la salle à manger, Poirot et Hastings se mirent au travail. Un fac-similé du manuscrit a été soigneusement préparé. Hastings regarda Poirot placer méthodiquement les pages, s'assurant que l'écriture correspondait à celle de Hawthorne. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisamment convaincant pour tromper un coupable. Le manuscrit était placé dans un endroit bien en vue, non caché, mais clairement visible derrière une rangée de livres dans le salon. Poirot recula, satisfait. Voyons qui tombera sur cela, et voyons qui agira comme si c'était sa plus grande peur. Hastings haussa un sourcil. « Tu penses que l'un d'eux va craquer pour ça, juste comme ça ?» Poirot sourit, une pointe de malice dans les yeux. « Dans cette maison, Hastings, la peur est un puissant facteur de motivation. Voyons qui réagit lorsque le piège est tendu. » Le lendemain matin, Poirot observa les invités avec un regard attentif alors qu'ils se déplaçaient dans la maison. Certains se retirèrent dans leur chambre, d'autres s'attardaient dans la bibliothèque, lisant ou écrivant des lettres. Les yeux de Poirot parcoururent chaque visage, notant de subtils changements de posture, de brefs regards vers l'étagère où le manuscrit avait été placé et des tics nerveux qui trahissaient plus que ce que les invités voulaient révéler. Un homme, Miles Halberd, s'est attardé trop longtemps près de l'étagère, ses doigts effleurant le dos des livres comme s'il cherchait quelque chose. Le regard nerveux qu'il jeta par-dessus son épaule fut suffisant pour dire à Poirot que la ruse avait été remarquée. Le regard de Poirot suivit les mouvements de Miles alors qu'il s'éloignait tranquillement de l'étagère, les mains tremblantes, son visage un masque d'indifférence, même si ses yeux le trahissaient. Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un petit sourire entendu. « Ah, le coupable est souvent celui qui a peur d'être vu. » Au petit déjeuner du lendemain matin, Poirot a fait ce qu'il faisait de mieux.
Il a fait un spectacle de sa découverte. Il se leva et annonça à la salle avec un éclat théâtral. « Mesdames et messieurs, je crois avoir trouvé quelque chose de grand intérêt. » Il se dirigea vers l'étagère, où le manuscrit était niché entre 2 livres. Poirot le récupéra, le brandissant avec panache, comme s'il s'agissait d'une relique ancienne de grande valeur. La pièce devint silencieuse. Le visage de Lady Albert se crispa, ses doigts s'enroulant dans le tissu de sa serviette. Les yeux de Judith bougèrent avec inquiétude, et l'expression de Miles se durcit. « Je l'ai trouvé, » dit Poirot, sa voix résonnant de triomphe tranquille. « Derrière ces livres, un trésor caché, si vous voulez. » Hastings le regarda, perplexe. Poirot sourit intérieurement. « Maintenant, nous attendons, car la vérité éclatera toujours au grand jour, et les coupables se révéleront. » L'effet de la révélation de Poirot fut immédiat. Un invité a cependant réagi beaucoup plus violemment que les autres. C'était M. Everley, le tuteur, dont le visage prit une teinte blanche et maladive, alors que Poirot brandissait le manuscrit. « Je dois le voir. » La voix d'Everley se brisa alors qu'il s'avançait, ses mains tremblant, alors qu'il tendait la main vers les papiers. Ses yeux étaient écarquillés par une urgence frénétique. Poirot ne résista pas lorsque le tuteur saisit le manuscrit. Sa respiration étant courte et désespérée, les invités échangèrent des regards nerveux, tandis qu'Everley reculait, tenant le manuscrit comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, quelque chose pour lequel il allait mourir. Mais Poirot, avec une autorité tranquille, s'avança. « Monsieur Everley, je dois insister pour que vous le laissiez partir. » Pendant un instant, le tuteur hésita, ses yeux passant nerveusement entre Poirot et les pages. Puis, d'un mouvement brusque et violent, il déchira le manuscrit en 2, une expression maniaque traversant son visage. « Je ne laisserai pas tout gâcher, » marmonna-t-il. Poirot observait avec une intensité calme. « Vous avez déjà tout gâché, monsieur. » La pièce était remplie du son de la respiration difficile d'Everley, alors que les pages déchirées flottaient au sol. Les autres invités s'étaient arrêtés, la peur et la culpabilité se dessinant sur leurs visages. Poirot restait immobile, les yeux rivés sur Everley. « Vos actions, monsieur, sont plus éloquentes que n'importe quel aveu. » Everley recula en chancelant, le visage pâle et les yeux hagards. « Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment c'était. » Il jeta un coup d'œil frénétique autour de la pièce, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais le regard de Poirot le fixait comme du fer. « La vérité est simple, monsieur, » dit doucement Poirot en se rapprochant. « Vous êtes le fils d'Evelyn Albert, l'homme que vous avez tué, Bernard Hawthorne, avait découvert votre secret, et vous ne pouviez pas supporter l'idée qu'il soit révélé. » Le visage d'Everley se tordit d'amertume. « Oui, oui, je l'ai tué, et je recommencerai. Si cela signifiait garder sa mémoire en sécurité, la famille m'aurait détruit. » Poirot inspira longuement, son regard ne vacillant jamais. « Mais vous avez échoué, et maintenant, monsieur, la vérité éclate. » Poirot se tenait à la tête de la grande bibliothèque, sa posture inflexible et son regard inébranlable. La pièce était faiblement éclairée par le scintillement d'un feu dans l'âtre, projetant de longues ombres sur le bois poli des étagères. Un à un, les invités et les domestiques arrivèrent, leurs pas doux sur le tapis moelleux, le visage tendu par l'appréhension. Hastings se tenait près de la porte, un observateur silencieux, tandis que Poirot restait au centre de la pièce. D'un seul mouvement délibéré, il fit signe à tout le monde de se rassembler. « J'espère que vous me supporterez tous, » dit Poirot de son ton mesuré habituel, ses paroles empreintes d'une autorité qui exigeait le silence.
La vérité sur ce qui s'est passé ici sera révélée clairement, et je vous demande de rester calme, car ce que je m'apprête à révéler peut être troublant. » La pièce tomba dans un silence inquiet, et les yeux de Poirot passèrent de face à face, un léger sourire jouant sur ses lèvres. L'acte final était sur le point de commencer. Il y avait une tension palpable dans l'air alors que les invités et le personnel de maison formaient un cercle, le feu crépitant doucement à leurs pieds. Personne ne parlait, et les regards de chacun passaient nerveusement de Poirot aux autres. Poirot, en revanche, restait parfaitement calme. Il se tenait debout, les mains jointes derrière le dos, le regard calme, voire serein. Sa voix, quand il parlait, était délibérée, mais douce. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, ses paroles calmes mais imposantes. La vérité, comme le pétrole, remonte à la surface. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit révélée. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Le silence s'approfondit, la tension augmentant à chaque seconde qui passait. Dans ce calme, Poirot était le centre calme d'une tempête qui n'avait pas encore complètement éclaté. Poirot a tourné son attention vers les événements qui ont conduit à la mort de Bernard Hawthorne. Son regard s'affina alors qu'il s'adressait au groupe rassemblé. Bernard Hawthorne, commença Poirot, n'était pas seulement un écrivain. C'était un homme qui observait, qui écoutait, qui découvrait des vérités que d'autres préféreraient laisser dans le noir. Il s'avança, les yeux fixés sur la porte qui menait à l'aile ouest de la maison. Ce n'est pas un hasard si Bernard s'est senti attiré par cette partie de la maison. Un secret y était gardé, caché depuis des années. Un secret que Bernard était bien décidé à découvrir. La voix de Poirot devint légèrement plus froide. Il avait été invité, voyez-vous, sous prétexte de recevoir des informations confidentielles. Mais en réalité, il a été attiré ici, au cœur même du mystère. La pièce sembla inspirer collectivement, tandis que Poirot laissait la vérité planer dans l'air. Poirot fit une pause, laissant le suspense monter, avant de poursuivre son analyse méthodique. Pour comprendre le meurtre, il faut d'abord comprendre l'illusion qui a été créée. Il se tourna vers les invités et les domestiques, ses yeux scrutant la pièce. La deuxième ombre, celle que la servante a vue, n'était pas une ombre du tout. C'était une illusion astucieuse, créée par nul autre qu'un miroir. Il désigna un grand miroir posé à côté de la cheminée. Vous voyez, en inclinant le miroir de cette manière, cela créait un reflet, une fausse silhouette qui semblait se tenir à côté de la victime. Une deuxième figure qui n'existait pas. L'expression de Poirot était celle d'un triomphe discret. Cette tromperie visait à tromper la femme de ménage, à lui faire croire qu'il y avait une autre personne dans la pièce. Mais c'était une ruse très délibérée. Les invités échangèrent des regards inquiets, aucun d'eux ne voulant parler. Poirot bougeait avec une lenteur délibérée, permettant à la tension de s'étendre entre chaque mot. Il s'arrêta près de la cheminée, où les preuves avaient été soigneusement examinées. « Maintenant, nous arrivons aux dernières pièces du puzzle, » dit Poirot, en soulevant un petit morceau de tissu du sol. Ce fil, retrouvé sur les lieux du crime, n'est pas qu'un simple élément de preuve accessoire. C'est un indice. Hastings s'avança, intrigué. « Un fil? De la victime? » ?»« Non, » répondit Poirot. « C'est un fil de soie, mais qui ne vient pas des vêtements de la victime. Il est beaucoup trop fin. Ce fil, je crois, vient du meurtrier. » Il se tourna vers les invités. Les motifs modifiés de la poussière sur le sol, le fil de soie et la position du corps, tout cela indique une chose. La scène a été mise en scène,
Après le meurtre, le tueur est revenu, non pas pour effacer les preuves, mais pour les placer de manière à nous induire en erreur. Les invités se regardèrent, leur visage trahissant peu à peu la peur. La voix de Poirot s'adoucit, prenant un ton plus contemplatif. Mais il y a plus, mes amis. Les actions du tueur n'étaient pas motivées par un simple désir d'argent ou de vengeance. Il s'arrêta, regardant Lady Albert, dont le visage était devenu pâle. Le véritable motif réside dans le passé. Chez Evelyn Albert, la femme qui vivait autrefois dans cette maison. Un silence tomba sur la pièce, alors que les paroles de Poirot s'attardaient sans. La mort d'Evelyn n'était pas un accident. Ce n'était pas une tragédie qui pouvait être oubliée. Non, c'était une blessure profonde dans l'histoire de cette famille, et une blessure que Bernard Hawthorne avait découverte. Le regard de Poirot se tourna vers l'intérieur, alors qu'il se souvenait de la tragédie. Le nom d'Evelyn avait été enterré avec elle, mais Bernard, avec sa plume, l'avait déterré. Il avait commencé à écrire l'histoire qui exposerait la famille Hallebarde au monde. Il se retourna vers l'assemblée. C'était un secret trop douloureux à supporter. Les yeux de Poirot brillaient de compréhension, alors qu'il se tenait devant le groupe rassemblé. Mais Bernard n'a pas seulement découvert l'histoire de la mort tragique d'Evelyn, il a découvert quelque chose de bien plus dangereux. Il laissa son regard passer d'un visage à l'autre, avant de se poser à nouveau sur Lady Albert. Evelyn a eu un enfant, un fils, élevé dans cette même maison, mais tenu caché du monde. La pièce tomba dans un silence inconfortable. Lady Hallebarde se raidit. « C'est impossible. » Poirot sourit, mais ce n'était pas un sourire de réconfort. « Ce n'est pas impossible, madame. L'enfant était gardé sous une fausse identité, élevé comme pupille de la famille, et n'a jamais été autorisé à connaître la vérité sur son héritage. Son nom n'a jamais été prononcé. » Il fit une pause, observant la vague de malaise qui balayait la pièce. Le garçon a été élevé dans le secret, et le secret était censé mourir avec lui. Mais Bernard Hawthorne avait découvert la vérité. La pièce semblait se rétrécir à mesure que les implications s'installaient. Poirot tourna son attention vers M. Everley, qui se tenait tranquillement à l'arrière, la posture raide et les mains serrées sur les côtés. « Monsieur Everley, » dit Poirot, sa voix douce mais ferme, « vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. » Everley se raidit, son visage pâlissant. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. Continua Poirot, ses mots étant précis. « Vous n'êtes pas simplement un précepteur, monsieur. Vous êtes le fils d'Evelyn Albert, l'enfant dont l'existence a été cachée au monde. Vous avez été élevé ici, dans cette maison, sous un faux nom. Vous n'avez jamais été autorisé à connaître la vérité. » La pièce était d'un silence mortel. Le visage d'Everley se tordit d'un mélange de colère et de peur. « Vous mentez !» cracha Everley, la voix rauque. « Tu ne sais rien. » Les yeux de Poirot restèrent calmes. « J'en sais assez, monsieur. Je sais que la femme que vous appeliez mère a été réduite au silence et que sa honte est devenue votre fardeau. » Everley détourna le regard, le souffle coupé. « Tu as tort. Je ne lui ressemble en rien. Je n'ai pas demandé ça. » Poirot se pencha. « Non, vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez néanmoins porté. » La voix de Poirot devint plus douce, comme pour parler du cœur même du mystère. « Vous n'étiez pas seulement un fils en quête de reconnaissance, monsieur. Non, vous cherchiez à vous venger, non pas pour vous-même, mais pour la femme dont la vie avait été volée par des mensonges. » Il fit un pas en avant, le regard inébranlable. « Pendant des années, vous avez dû voir la famille Albert effacer la mémoire de votre mère, alors qu'ils construisaient leur vie sur son cœur brisé. Vous avez été
élevée dans l'ombre. On vous a dit qu'elle n'était qu'une honte. Et pendant tout ce temps, la vérité était cachée dans le silence. Les poings d'Everley se serrèrent. Vous ne savez pas comment c'était. Vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends, dit doucement Poirot. Vous vouliez dénoncer la famille, la déchirer comme ils avaient déchiré votre mère. Mais Bernard Hawthorne, il était la clé. Et quand vous avez vu le manuscrit, vous saviez que ce serait la seule chose qui les détruirait tous. Everley baissa les yeux, ses épaules tremblantes d'un regret amer. Everley s'effondra sur une chaise, le visage tiré par le poids de sa confession. Il fixait le sol, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. « Je n'en pouvais plus », murmura-t-il d'une voix rauque. Bernard en savait trop. Il allait tout écrire, et je savais que s'il le faisait, je serais perdu. Ma vie entière, tout ce pourquoi j'avais travaillé, aurait disparu. La voix de Poirot était ferme, mais il n'y avait aucune cruauté là-dedans. Et donc, tu as décidé de le tuer, de le faire taire avant qu'il ne puisse révéler ce que tu cachais depuis si longtemps. Everley hocha lentement la tête, les yeux assombris par le chagrin. Je ne pouvais pas le laisser révéler la vérité, c'était le seul moyen. Poirot le regarda avec un mélange de pitié et de compréhension. La vérité, monsieur, a une façon d'émerger. Peu importe à quel point nous l'enfouissons profondément. Les épaules d'Everley tremblèrent alors qu'il levait enfin les yeux. Je ne voulais blesser personne. Je ne voulais pas que ça se termine de cette façon. Poirot recula, le visage inexpressif. Mais cela s'est terminé ainsi, monsieur. La vérité éclate toujours. Monsieur Everley était assis au bord du fauteuil, les mains étroitement jointes comme s'il tenait quelque chose de fragile. Son visage, autrefois si rigide et réservé, portait désormais le poids d'une décennie de secrets. Il leva les yeux vers Poirot, les yeux assombris par le regret, et commença à parler. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » dit-il dans un murmure rauque. « Je n'ai jamais voulu en faire partie. Mais quand Bernard Hawthorne est arrivé, quand il a commencé à poser des questions, j'ai su que tout allait s'effondrer. » Poirot écoutait attentivement, son expression calme et son regard ne vacillant jamais. « Vous saviez de quoi il était capable, monsieur. Oui, c'était un écrivain, mais pas seulement. C'était un homme qui savait voir à travers les mensonges. Je ne pouvais pas le laisser tout dévoiler. J'avais passé des années à le cacher, à enterrer la vérité, le nom de ma mère, ma propre identité. Je pensais pouvoir oublier, mais Bernard a fait en sorte que je ne le puisse jamais. » La pièce resta immobile, et pendant un instant, Poirot ne dit rien. Les aveux flottaient dans l'air comme de la fumée. La voix d'Everley trembla, alors qu'il continuait, les années de silence, le traversant maintenant. « J'ai grandi sous un nom différent, » murmura-t-il, les yeux baissés sur ses mains. « Un nom choisi pour moi par Lady Albert, qui a pensé qu'il valait mieux que je reste caché. On ne m'a rien dit de ma mère. Elle était une honte, une erreur d'être enterrée. » Il ferma les yeux, comme s'il voyait un lointain souvenir. « Je ne l'ai jamais connue. Je n'ai jamais su qu'elle était Evelyn Albert, mais j'étais hanté par son absence. La maison, cette maison, elle était pleine de souvenirs, des rappels d'une femme dont personne n'osait prononcer le nom. » Les yeux de Poirot s'adoucirent, sa voix douce mais ferme. « Et pourtant, monsieur, vous le saviez. Vous portiez avec vous le poids de ce silence. » Everley hocha la tête, ses lèvres tremblantes. « C'était ma malédiction, et j'ai essayé de l'enterrer. Mais Bernard m'a trouvé. Il a trouvé la vérité, et je ne pouvais pas le laisser m'exposer. » Judith se tenait sur le pas de la porte et écoutait les aveux de son frère avec un sentiment d'horreur grandissant.
Alors que la vérité commençait à se dévoiler, ses mains se crispèrent sur ses côtés, ses jointures blanches. Je ne savais pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne l'ai jamais su. Tu étais mon frère. Everley hocha la tête, le visage peiné par le chagrin d'une vie qui avait été gardée secrète. Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Je n'ai jamais voulu que tu en ressentes le poids. Mais je devais être là pour regarder, pour m'assurer que personne ne le découvre. Les larmes montèrent aux yeux de Judith, alors qu'elle s'avançait, le cœur brisé. Mais toutes ces années, nous avons vécu avec un mensonge. Vous étiez là, nous surveillant, faisant semblant d'être le tuteur, et nous ne l'avons jamais su. Elle s'effondra sur une chaise, les mains posées sur son visage. « Ma mère, murmura-t-elle, elle a effacé ta mémoire, elle a effacé la vérité. » Everley ne dit rien, le regard lointain. Poirot s'avança, les yeux perçants mais pleins de compréhension. Il regarda Everley avec une intensité calme, sa voix calme et mesurée. « Monsieur Everley, vous avez avoué le meurtre, mais il n'y a aucune joie dans cet aveu. Seulement le fait de savoir que la vengeance, aussi soigneusement planifiée soit-elle, laisse toujours une trace. » Les épaules d'Everley s'affaissèrent, son visage creux de culpabilité. « Je ne voulais pas le tuer, je ne l'ai pas fait. Mais quand il a commencé à parler de ma mère, de sa mort, je ne pouvais pas le supporter, je ne pouvais pas le laisser m'exposer, alors j'ai frappé. » Poirot hocha lentement la tête. « Oui, la vérité peut pousser un homme à faire des choses désespérées. Mais la vengeance, monsieur, n'est pas un chemin qui amène la paix. Vous avez fait taire Bernard Hawthorne, mais vous ne pouvez pas faire taire la vérité. » Les yeux d'Everley étaient écarquillés de regret. « Qu'ai-je fait? Que suis-je devenu ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Vous avez choisi le silence depuis trop longtemps, monsieur. Mais le silence peut être plus dangereux que la vérité. » Poirot se tourna, faisant signe à Hastings de récupérer le manuscrit sur la table où il avait été placé plus tôt. Il le tenait soigneusement dans ses mains, ses doigts traçant les bords usés des pages. « Ça y est, » dit doucement Poirot, tendant le manuscrit à Judith, qui se tenait à proximité, le visage pâle mais résolu. Le manuscrit que Bernard Hawthorne avait si soigneusement gardé. Judith hésita, ses doigts effleurant les pages avec un sentiment de crainte et d'effroi. La vérité du passé était contenue dans ces pages, la vérité sur sa famille, sur sa mère et sur les secrets qui les liaient ensemble. Le regard de Poirot s'adoucit. « C'est maintenant à vous de décider, mademoiselle. Qu'en ferez-vous » Les yeux de Judith rencontrèrent ceux de Poirot, remplis d'un mélange de chagrin et de détermination. Lentement, elle hocha la tête, sa décision étant déjà prise. Elle se tourna et se dirigea vers la cheminée, la main toujours serrée sur le manuscrit. « Je vais le brûler, » dit-elle doucement. « Que ça s'arrête, ici. » Judith se tenait devant le feu, le manuscrit fermement serré dans ses mains. Elle n'avait pas parlé depuis que Poirot le lui avait donné. Le poids du passé pesait lourd dans la pièce, et elle ressentait le poids de chaque secret enfoui dans ces pages. Elle n'hésita qu'un instant, avant de jeter le manuscrit dans les flammes. Le papier crépitait, alors que le feu commençait à le consumer, les mots de la dernière œuvre de Bernard Hawthorne disparaissant dans la chaleur. Alors que les dernières pages se transformaient en cendres, Judith resta immobile, les yeux fixés sur le feu. Il y avait un sentiment de finalité dans l'acte, un sentiment de clôture. La vérité avait été brûlée, enterrée avec le passé. Il ne pourra plus jamais être découvert. Poirot l'observait tranquillement depuis la porte. Son visage était illisible, il n'a pas parlé.
Il savait qu'il valait mieux ne pas dire certaines décisions. Le lendemain matin, les invités commencèrent à partir, le visage calme, la voix calme. La tension qui planait sur Whitestone Hall depuis des jours s'était dissipée, mais elle avait été remplacée par un silence mélancolique. Hastings et Poirot se tenaient près de la porte d'entrée, regardant les derniers invités partir dans leur voiture, les sabots des chevaux mous sur le gravier. La maison s'était vidée, ne laissant derrière elle que des échos du passé. « Eh bien, Poirot, » dit Hastings d'une voix calme. Il semble que Whitestone Hall restera un endroit calme désormais. Poirot hocha la tête pensivement, son regard s'attardant sur l'allée vide. En effet, mais il y a quelque chose à dire sur le silence, Hastings. Parfois, c'est la seule chose qui reste quand tout est dit et fait. Alors que la dernière voiture disparaissait, Poirot se tourna vers la maison. Et pourtant, même en silence, le passé ne s'en va jamais vraiment. Poirot resta derrière, alors que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les nuages. L'aile ouest, autrefois le théâtre de tant de secrets, était désormais calme et vide. Les rideaux étaient tirés, les fenêtres intactes. C'était comme si la maison elle-même avait oublié le passé. Ou peut-être avait-elle choisi d'oublier. Poirot se tenait au bord du jardin, les yeux fixés sur l'étage supérieur, où les ombres dansaient autrefois. La maison, si chargée d'histoire et de silence, semblait avoir expiré un long et dernier souffle. Il leva les yeux vers la fenêtre de l'aile ouest, qui n'était plus qu'une autre fenêtre parmi une longue rangée. Il n'y avait plus aucune trace des ombres qui la hantaient autrefois. Le reflet de Poirot, encadré par la fenêtre, le regardait. Il le regarda pendant un moment, ses lèvres se courbant à peine en un sourire. « Et ainsi, » murmura Poirot, « la dernière lumière dans la fenêtre s'estompe. Mais l'histoire, mon ami, elle reste. » Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, une chose devenait très claire. La vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, remonte toujours à la surface. Les petites cellules grises de Poirot avaient une fois de plus démêlé les réseaux de mensonges et de tromperies, révélant que la vengeance, bien que profondément enracinée dans le passé, ne mène jamais à la paix. La sombre histoire de la famille Alberd avait été mise en lumière, non pas par la force, mais par un travail silencieux et méticuleux d'observation et de déduction. Hastings, toujours prompt à faire une remarque, sourit ironiquement. « Eh bien, Poirot, je suppose que la vérité a vraiment une façon de faire une scène, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous demander, selon vous, quel était le plus gros indice qui a révélé l'identité du meurtrier? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie chaque jour à davantage de romans policiers.